Le gros cultivateur leva la main, et il s'en fallut de peu qu'il ne la posa sur l'épaule de Slimane Meskin. Puis il l'agita convulsivement, comme s'il avait failli toucher du feu. Ce geste de fraternité non achevé le rapprocha pourtant du fellah. « Parle, fellah Fraser, dit Kara. Dieu vous a fait pour ça. » Messire Kara avait le teint blafard d'une matrone. Son accoutrement, qui blanchissait aux coutures, révélait l'aisance sans confort. Une paire de magnifiques moustaches s'étalait à travers son visage. Son honorabilité était sa ressource et son armure contre les habitants de Bni Boublen inférieur. Rejeté au plus bas de l'échelle, les fellahs ne lui devaient jamais assez de respect. Sous ses joues lourdes, matelassées de poils blonds, les coins de sa bouche pendaient en plis méprisants. Slimane Meskin se cala sur ses talons. Il y avait trop de luttes, dit le cultivateur, du temps des tribus, trop de bandits dans les collines. Aujourd'hui, c'est le vrai temps des bandits. Comment, toi, messire Kara, ne le sais-tu pas? Mais tu ne peux pas le savoir. Et pourquoi? Parce que les colons sont des voleurs. Le caïd est un voleur. Les gendarmes sont des voleurs. L'administrateur est un voleur. Et messire Kara, un voleur aussi. Tous des voleurs et des sans honte. Le front du gros homme s'assombrit. Tu parles surtout pour te faire valoir, dit-il. Non, pour dire la vérité. Chacun de vous veut nous faire la leçon, nous donner des conseils, et intervient dans notre existence, se pose en juge. Mais tous des voleurs. Excédé, Kara détourna la tête. Slimane Meskin sia imperceptiblement, ses yeux luisaient. À côté au talus, il recommença à parler. Il murmurait si bas que le cultivateur ne saisit pas d'abord ce qu'il disait. Bon messire Kara, bon messire, dans les vieux temps. Cela n'est pas vrai. Tout n'était pas mauvais. Peut-être qu'il y avait du mauvais, mais tout ne l'était pas. Aujourd'hui, que voyons-nous? La fin du monde pourrait venir. Les temps sont bons pour les riches et les étrangers. Peut-être 5 ou 6 familles. Certainement pas plus d'une dizaine. Et les pauvres, que leur nombre est grand. Mon père, ma mère, mes 2 frères et moi, nous ne sommes que des fellahs. Brusquement, ils sont venus et ils ont enlevé mon père. Ce n'était peut-être qu'une erreur. Il a toujours été un homme paisible, mon père. Mais tu sais, tu les connais, tu sais comment ils sont. Kaourat, Chambette, gendarme, caïd. Le diable les emporte tous. Oh, fit le gros homme. Oh, toi, tu vaux peut-être mieux qu'eux, et peut-être en veux-tu pas plus cher. Eh oh, comment oses-tu? Le cultivateur lui jeta un regard furibond. Dans les champs, pas âme qui vive. Il n'ajouta plus un mot.
Je n'ose rien du tout. Je ne me permettrai pas, messire Cara. Mais je te dirai ce que j'ai à te dire, puisque la Providence t'a conduit vers moi, et tu m'écouteras. Eh, fit le cultivateur, fais vite, j'ai... Peut-être est-ce à cause du cheval que le caïd convoitait. Je ne l'ai jamais su. Ils ont en tout cas enlevé mon père. Dans la fournée, il y en avait d'autres, des plus vieux et des plus jeunes. Certains étaient bien des criminels sortis de prison qu'on venait de reprendre pour quelque nouvelle faute. Mais les autres, mais mon père, étaient des innocents. On les a emmenés quand même, pour ce cheval. Mon père n'avait jamais voulu en faire don au caïd. Lui-même le voulait-il, parce qu'un plus puissant hakem le guignait. Je ne l'ai jamais su. Pour un malheureux cheval, mon père a été enlevé à sa famille. Il l'a envoyé casser des pierres sous les routes de Cayenne. Et voilà, sa femme, ma propre mère, sans mari, et nous, ses enfants, orphelins. Et pourquoi? Dis-moi un peu, pour un malheureux cheval. Dans sa misère, c'est tout ce qu'il possédait. C'était beaucoup pour un fellah. Cette bête était une richesse trop lourde à porter. C'était trop pour un fellah. Les gens du village le disaient. « Ya Ahmed, tu as un trop beau cheval. Tu ne tarderas pas à te faire mal voir des autorités. » C'est ce qui est arrivé. Et qui sait ce qui en suivrait, l'avait-il averti. Et on a su, puisqu'on était suivi. Il a été enlevé. Sa femme, son village, ses enfants ne l'ont plus revu. Ma mère ne pouvait ni manger ni dormir en pensant à nous, ses enfants. Elle s'attendait tous les jours à le voir revenir. Moi, j'ai dit alors à ma vieille, « Allez, réunissons toutes nos hordes, faisons nos baluchons. Dieu n'a pas voulu que nous restions dans ce pays. » Nous avons quitté le village. Nous n'avions ni pierre, ni arbre qui fussent à nous. Nous partions sans regret. La terre de Dieu est suffisamment grande. Nous emportions l'affection du village. C'était assez pour réchauffer nos cœurs. Il était dit que nous partirions. Il fallait partir. Nous avions déjà marché plusieurs jours. Pour boire, nous puisions l'eau des sources. Pour manger, ce n'était pas aussi facile. Qu'est-ce que nous n'avons pas mangé? Madre mia, de tout. Des racines de tel gouda et des mûres sauvages. De la galette que nous donnaient de bonnes gens qui avaient pitié de nous. Des feuilles de guimauve, des amandes vertes et des fruits de grenadier. Nous avons demandé la charité. Nous avons trouvé des pauvres plus pauvres que nous. Les enfants tombaient de fatigue. Moi, tous les jours, je croyais que j'allais mourir, tant j'avais l'âme malade. Nous avons passé des années à errer sur les routes. Quand on nous le permettait, nous nous abritions sous des noualas. Mais jamais pour bien longtemps. Que pouvions-nous faire?
Ceux qui nous chassaient venaient à nous avec leurs chiens, leurs valets et des fusils, et nous reprenions notre marche. C'était pour avoir eu affaire aux autorités. Grande est notre mère Algérie. Nous sommes allés partout. Nous avons perdu les enfants. L'un, nous l'avons enterré dans un endroit, et l'autre dans un autre. Lorsque je suis restée seule avec ma mère, je n'ai pas pu voir sa douleur. Une pierre aurait pleuré. Tu dois croire en mes paroles. Nous avons été à pied au Sahara. Nous avons été dans le Cherg et sur les monts du Tel. Nous avons habité des baraques qui entourent les grandes villes. J'ai labouré la terre, cueilli des olives et des oranges. J'ai fait les vendanges. Après toutes ces années passées à errer, le mal du pays nous a pris. Toujours à pied, ma pauvre mère et moi avons refait le chemin du retour. Nous étions alors aux portes d'une ville quand à son tour ma pauvre maman, maigre, sale, en haillons, a fermé les yeux et rendu sa douce âme au Seigneur. Je l'ai enterrée et je suis revenu au village. Je voudrais vivre encore une quarantaine d'années. La vie et la mort, nul ne peut rien en dire. Mais je voudrais quand même vivre une quarantaine d'années pour dépouiller mon pauvre père et nous disperser aux quatre coins du monde. Il n'avait pas fallu plus d'une parole. Savions-nous même pourquoi? Maintenant on le sait. Comment se peut-il que tes amis nous fassent tant de mal? Mais moi, je ne les crains pas. N'ayons plus rien à perdre. Et grande est notre mère Algérie. Tu peux me dire de rentrer chez moi. Je ne rentrerai pas chez moi. D'abord, je n'ai pas de chez moi. Et si je veux mendier pour manger un morceau de galette, qui c'est qui m'en empêchera? Pas toi. Et pourquoi tes pareils m'en empêcheront-ils? Faut-il par-dessus le marché que vous nous interdisiez de manger ou de mendier? Tu peux aller dire tout cela à tes autorités. Je n'en ai cure. S'il faut aller au bagne, j'irai. Je n'ai pas peur qu'on dise de moi que je suis ceci ou cela. Tu me dis de rentrer chez moi? Ce n'est pas la peine. Tu crois que je divague? Quand les yeux des honnêtes gens se remplissent de larmes, le cœur de tes pareils devient de pierre. C'est le destin qui l'a voulu ainsi, jeta Kara, lasse des histoires du Fellah. La suite demain. Vous pouvez vous abonner.